Les langues de l'humanité ont toujours cherché à comprendre comment fonctionnait le grand théâtre devant nos yeux, à toutes les échelles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Au début, c'est le bon sens, plus les images, plus les mots des langues, sans se poser de questions, qui règnent. Les dieux innombrables comblent les vides. Le problème de cette pensée, c'est que rapidement, la mauvaise traduction des mots et des images de mots des langues opposées amène les gens au chaos, qui détruit les cités-États, les empires, partout dans le monde humain. Arrive l'Antiquité, les Grecs, et donc les philosophes, les sages, vont introduire la raison pour tenter d'échapper au chaos. La forme, l'ordre et la position des choses, la causalité plus la technique, permettent des progrès fulgurants sans résoudre le chaos des guerres mondiales extrêmes. Dit autrement, 500 ans avant Jésus-Christ, ce sont les 6000 langues de l'humanité qui sont hors jeu. Les images et les mots plats ne permettent pas de comprendre. En 1604, c'est la philosophie qui reconnaît être hors jeu. Les mots des langues sont hors jeu. En 1632, c'est la physique et les mathématiques qui ont le seul langage capable de comprendre la logique de la nature dont parlent les Galiléens. La science moderne naît des invariants, d'équivalence entre des éléments 100% sans rapport. Les invariants permettent d'expliquer le tout de mieux en mieux avec 3 éléments seulement. Or, les gens sont incapables de comprendre le concept. Personne n'a su le leur transmettre et leur dire ce qui change radicalement avec Galilée. Il n'est plus possible de se représenter le mécanisme de la nature par une image ou par des mots. En 1900, comble de tout, les lois réversibles et la science classique elle-même sont hors jeu. Et ainsi, depuis 1925, seules les lois tirées de l'infiniment petit, par la science quantique, tentent de garder la main sur le réel. Elles sont 100% contre-intuitives. Et Paoli saisit cette occasion et dit à Dirac, vous avez vu Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. Dirac regarde par la fenêtre attentivement, revient vers Paoli et lui dit, oui, au moins de ce côté-ci. Ah oui, mais ça c'est une remarque très profonde, parce que ce qu'il veut dire là, c'est que notre cerveau, lorsqu'il reçoit des informations qui lui sont communiquées par la vision, utilise des logiciels d'invariance. C'est-à-dire que là, je vois une tasse de café, partiellement, et je dis, c'est une tasse de café. Okay ? Alors que si j'étais un peu honnête intellectuellement, il faudrait que j'en fasse le tour, que je la regarde sous tous les angles, pour vérifier que, quel que soit l'angle sous lequel je la regarde, c'est une tasse de café. D'accord ? Ça veut dire que notre cerveau utilise des trucs d'invariance comme ça, à partir d'un point de vue partiel, il en tire une inférence générale. Okay ? Et l'idée de Dirac, c'est que la physique, qui utilise des mathématiques qui sont riches en invariants, fait la même chose. C'est-à-dire que les mathématiques en physique, par le choix des formalismes que font les physiciens, prolongent dans l'invisible, qu'il soit infiniment petit ou infiniment grand, les mécanismes opératoires de la vision. Et comme ce sont des structures qui sont riches en invariants, ces méthodes sont capables de saisir des éléments de réalité. Si vous décrivez un électron par une fonction d'onde, par exemple, dans l'espace de Hilbert, je ne sais pas comment, mais cette fonction n'est pas invariante par rotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tournez autour de l'électron qui est un électron selon un certain point de vue ne l'est plus selon un autre. Donc ce n'est pas un électron. Autrement dit, pour qu'un élément de réalité soit un élément de réalité, il faut qu'il résiste à un changement de point de vue. Le paradoxe EPR est une bataille qui a lieu en 1935. C'est la dernière bataille du réel observable local. Albert Einstein défend l'idée qu'il doit exister un élément de réalité locale qui permettrait de tout comprendre autrement. Il raisonne à 2 corps, mais est incapable de les différencier. Niels Bohr gagne la bataille. Et après les tests des inégalités de John Bale,
à gauche et d'Alain Aspect à droite, le quantique est dit complet. Le chemin des Galiléens est lui-même totalement clos et interdit par l'expérience. Les lois de l'infiniment petit règnent sur le technomonde de 2021. Elles sont introduites partout, clonées dans nos modèles et liées à notre réel, sans connaître les limites éventuelles imposées par le vrai langage de la nature 100% complet à N-corps. La différenciation quantique non commutative supersymétrique n'est pas prise en compte. Et donc, si vous voulez contredire le quantique, ça revient à démontrer que le langage autocentré de la science depuis 1632 est un forçage, en quelque sorte, qu'il est incomplet, donc inconsistant et incohérent, qu'il produit et valide canoniquement des vérités techniques qui ne résistent pas à un changement de point de vue galiléen. Ils font perdre, en quelque sorte, une dimension depuis 400 ans, et ça, il faut que vous le prouviez. Ces vérités unilatérales produisent aujourd'hui la décohérence des langues, plus du réel apparent. C'est le chaos en pire, car mécanisé par un biais invariant. Eh bien, c'est toute la démarche que je me propose de vous expliquer dans un petit film, en contredisant frontalement le monde académique de 2021. Pour avoir le droit de parler sur ce sujet fondamental, il faut savoir faire cela. Tout d'abord, trouver une chute des corps nouvelle enrichie. Ensuite, savoir différencier deux corps abstraits de manière invariante. Rouvrir le débat EPR, plus refaire les calculs, plus trouver un résultat nouveau. Dire des choses que le formalisme actuel ne dit pas. Définir le réel de manière universelle pour toutes les langues. Avec pour objectif repartir avec un langage commun à toutes les langues de l'humanité, avec une loi fondamentale enfantine au-dessus de toutes les autres, qui met tout le monde d'accord, qui explique clairement ce que le langage de la nature impose comme vérité depuis au moins 14,3 milliards d'années. Je vous invite à vous asseoir 30 minutes, à cesser de dire « je sais » pour espérer apprendre l'impensable, à rattraper 2500 ans d'ignorance coupable. Je vous souhaite un bon voyage comme spectateur au-delà de votre raison, dans le réel observable des seuls Galiléens. Si ce que j'avance seul est vrai, alors ces deux unes de presse devront être vraies en même temps. À la fois côté gauche, pour les 8 milliards de personnes de l'humanité, qui vont apprendre à parler et à penser entre toutes les langues en même temps, en intégrant bien ce qu'implique vouloir une liberté réelle. Et de l'autre, le côté scientifique, les états de droit, le commerce, la finance mondiale, devront intégrer le secret des plis des référentiels galiléens comme une loi fondamentale supérieure à toutes les autres. La nature nous impose de faire deux choses totalement orthogonales. La sagesse du désir et être logicien, grammairien rigoureux et être en même temps plein de fantaisie et de musique, comme disait Hermann Hesse. Ce sont deux choses qui ne se mélangent pas a priori et qui pourtant, quand on fait attention, la décohérence issue d'un langage technique inhumain, incomplet et arrogant. La vraie transition écologique consiste à apprendre et à parler le langage métamathématique de la nature, fait de grains premiers. Nul groupe écologique, nul homme ou femme politique, nul processus de normalisation, quel qu'il soit, ne sait dire cela avec la justesse que cela impose. Les Galiléens sont les seuls à savoir
démontrer et expliquer correctement la frontière à ne pas dépasser.